Bonjour Benjamin, ravi de te recevoir Bonjour. pour cette interview. Alors écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et Ouais. me parler de ton parcours? Je m'appelle Benjamin Servet, je fais de la vidéo, de l'illustration, du dessin principalement. Et au niveau du parcours, j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts de Metz et je travaille toujours à Metz en ce moment. Donc, mon activité principale, c'est faire des vidéos sur Internet pour parler d'illustration, de dessin, d'animation et aussi de faire du dessin et de l'animation de mon côté, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux me parler, donc comment ton parcours, ça fait combien de temps que tu es en activité? Là, en gros, je suis sorti de l'école en 2017, donc c'est assez récent. Et depuis 2017, j'ai travaillé 2 ans dans l'entreprise qui s'appelle TV Paint, donc le logiciel d'animation, l'un des plus utilisés dans les studios, dans les écoles, tout ça. Donc j'ai travaillé là-bas en tant que chef de la com, c'est-à-dire que je faisais les interviews avec les artistes, j'allais dans les studios pour filmer les différentes façons de procéder de chacun, je faisais des démonstrations en festival, ce genre de choses. Donc c'est comme ça que je me suis formé à l'outil animation. Et depuis mars, je suis à temps plein sur mes vidéos et sur mes images. Donc ça fait que quelques mois que je travaille à temps plein sur mon activité seule, mais ça fait des années que j'apprends à dessiner, que j'apprends à animer et que je partage ce que je fais avec notamment mes vidéos sur YouTube. D'accord, ouais. Donc là, tu as un statut d'indépendant aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ça, je suis micro-entrepreneur en vidéo avec activité secondaire illustration parce que pour l'instant, c'est la vidéo qui prend le plus de place dans mon temps et dans les revenus que j'ai. Donc voilà, en gros, ça fait quelques mois que je suis micro-entrepreneur à temps plein. Et j'ai d'autres projets aussi à côté, cette fois-ci en groupe, avec d'autres personnes dont je parlerai d'ici quelques mois quand ce sera bon, mais c'est en lien avec l'animation. Donc c'est pour pouvoir transmettre le goût de l'animation à plus de monde, quoi. D'accord. Sur les vidéos à l'heure actuelle, voilà, qui sont tes clients? Avec qui est-ce que tu travailles, en fait? Là, pour le coup, c'est surtout les vidéos elles-mêmes avec de la publicité, etc., qui me rapportent de l'argent. Et il y a aussi mon petit livre, justement, je l'ai là. Le petit livre là que j'ai auto-édité à la fin de l'année dernière, donc que je vends via justement les vidéos avec un contact direct avec les gens qui veulent l'acheter. Donc c'est quelque chose voilà, de nouveau pour moi, le fait d'éditer comme ça. Et c'est justement aussi à travers un défi avec les dessins et les vidéos que j'ai fait ce livre-là, parce que c'était pendant le Inktober de l'année dernière. Donc pendant 31 jours, il faut faire 31 images, une par jour. Et après ça, je me suis dit que ce serait cool de faire un premier livre. Donc ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se passait dans l'auto-édition parce que tout est fait directement par moi. En fait, j'ai juste enfin, il y a juste une société qui imprime les livres. Mais sinon, tout le reste, le contact avec les acheteurs, tout ça, c'est vraiment de mon côté que ça se passe. Donc c'est intéressant de faire ça et je pense que je vais recommencer à faire des livres, peut-être plus de la fiction cette fois. Parce que là, c'était vraiment des images, une par jour, il n'y avait pas de lien entre elles. Mais dans l'idée, cette année, c'est de faire un livre avec une histoire et des illustrations, peut-être du texte et ce genre de choses. Donc, de m'essayer encore une fois à la création de livres. D'accord, je prends la balle au bon justement. Là, j'ai partagé l'écran sur ton site internet et je voulais te poser la question justement. Donc tu as pas mal déjà dégagé. Tes illustrations, j'ai vu que tu fais beaucoup de noir et blanc. C'est c'est un, une technique que tu apprécies. Tu peux détailler un petit peu techniquement, voilà comment tu fonctionnes de ce côté-là? En fait, là, le noir et blanc pour ce livre-là, c'était le thème du défi de base. En fait, c'est le Inktober, donc c'est à l'encre sur papier que ça se fait. Enfin, au départ, c'est ça le défi. Après, on peut le tordre, etc. Mais moi, je suis très habitué au départ à travailler à l'encre sur papier. Donc, dans tout ce qui est croquis d'observation, tout ça, je fais beaucoup de noir et blanc parce que je me suis dit que c'était déjà un bon moyen de comprendre tout ce qui est forme, volume, composition, etc. avant de passer à un autre problème qui est la couleur. Mais en ce moment, je fais plus d'illustrations en couleur maintenant, notamment avec l'iPad où depuis à peu près un an maintenant, je dessine sur iPad, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer la couleur. En gros, j'avais du mal avec la couleur sur papier. Je pense que c'est le côté vraiment le matériau peinture, feutre, où j'ai du mal à le maîtriser correctement. Alors qu'avec l'outil numérique, je peux vraiment être beaucoup plus libre et j'ai beaucoup plus de souplesse dans mon travail, donc je peux vraiment m'essayer à la couleur en ce moment, quoi. Donc le D'accord. noir et blanc, c'est surtout parce que c'était sur papier et que je maîtrise moins le reste. Et voilà. Donc en gros, techniquement, finalement, tu travailles plutôt en noir et blanc quand tu travailles sur des supports papier, des supports physiques. Ouais, c'est ça. Et quand tu es sur support numérique, là, tu attaques la couleur. C'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc j'essaie d'apprendre en ce moment comment gérer tout ce qui est les harmonies de couleurs, pouvoir avoir des couleurs qui mettent une lumière intéressante dans mes compositions. En gros, je sais que
en termes de niveau technique, je sais que j'ai pas forcément un niveau très élevé, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté narration, en fait. Comment composer des histoires avec des éléments simples au sein d'une image. Et c'est pour ça aussi que ce qui m'intéresse le plus dans l'animation, c'est pas vraiment l'animation en elle-même, mais c'est plutôt le côté préparation de l'animation, donc l'histoire, le storyboard, l'animatique, là où les dessins sont un peu plus jetés sur le papier rapidement, mais où on peut vraiment travailler la mise en scène et justement quelle est l'histoire et comment la raconter. C'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse le plus que le côté vraiment technique de peinture, etc. C'est vraiment le fait de raconter des histoires avec des images, peu importe si elles sont simples ou plus complexes, mais le but c'est d'arriver à en faire les meilleures histoires possibles en gros. Tu peux me parler, là, je suis sur donc toujours ton site internet, sur la boutique d'illustration, de me Ouais. parler un petit peu justement de ces dessins que tu proposes d'acheter. Je reste sur le noir et blanc pour l'instant. Et me parler, chaque dessin pour toi raconte une histoire, en fait, c'est ça? En fait, là encore une fois, c'était dans le Inktober, donc il y avait un mot à chaque fois. Le mot, c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc là, c'est vraiment un dessin qui a été fait chaque jour du mois d'octobre. Donc c'est un bon exercice, je trouve, d'avoir une liste de mots comme ça et de devoir imaginer un dessin derrière. Donc en termes de technique, il y a toujours une petite recherche avant de faire les dessins, parce que j'avais un carnet où je faisais ces dessins-là, un carnet où je faisais les recherches. Donc c'est aussi pour ça que dans celui de 2018, c'est un peu plus complet, parce que dans le livre, justement, on voit en même temps les croquis. Donc là, chaque jour, voilà, en termes d'organisation, chaque matin, j'avais le mot que je devais faire. Et je prenais, je sais pas, peut-être 20-30 minutes à faire des croquis, à essayer de trouver une histoire, et ensuite une petite heure peut-être à faire le dessin en lui-même. Et donc à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir une histoire intéressante avec juste un mot, en essayant de détourner le mot, en essayant de trouver une composition qui fonctionne bien. Après, évidemment, il y a des dessins que je préfère à d'autres dans ces dessins-là, parce que c'est vraiment un mois où on dessine tout le temps. Donc il y a forcément des choses qu'on apprécie plus que d'autres. Mais voilà, à travers ça, j'ai pu développer plus comment est-ce que je mettais en scène mes histoires, à la fois en reprenant des références que j'ai en tête, etc., pour avoir des idées de composition, ou même juste en reprenant des histoires personnelles pour les mettre en image avec avec un petit peu de fantastique à l'intérieur, tout ça. Donc là, c'est vraiment ça. J'ai encore jamais vraiment fait d'histoire complète avec un scénario complet, une histoire plus longue où je dessine à chaque fois des choses comme une bande dessinée ou quoi. Et c'est justement l'idée de cette année, c'est de développer un peu plus. Donc là, justement, c'est la première fois que j'avais illustré une histoire plus longue. Ça, c'est mon frère qui a écrit une histoire. Et là, je pense qu'on voit pas vraiment les illustrations, mais sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos où je montre les dessins qui ont été faits pour ce livre. Et je pense que je peux les trouver dans mon ordinateur si tu veux les regarder. Oui, alors Donc, dans ce- bien sûr, avec plaisir. Là, je suis tombé, zut, j'ai cliqué, là, je suis parti sur le. Je vais revenir en arrière. Là, j'ai lu le rouge. Oui, si tu les as, je vais arrêter mon partage d'écran et puis je te laisse je nous vais, je vais aller partager. regarder si j'ai quelque chose, mais je pense que j'en ai. D'accord. Alors, donc en gros, là, c'est la Gélule Rouge, c'est mon frère qui a écrit ce livre-là. Et donc, ben voilà, il y avait une histoire de quelques centaines de pages. Et ensuite, derrière, c'est moi qui ai illustré chacune des images. Donc, je vais voir si j'ai ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas si je les ai ici. Regardez. Gélule Rouge, tome 2, illustration finale. Voilà, donc là, je peux en montrer quelques-unes en faisant le partage d'écran. Hop. Voilà, par exemple, je vais montrer les quelques premières, histoire de ne pas trop montrer non plus ce qui se passe dans l'histoire. Mais ça a été fait justement sur iPad, donc directement avec l'application qui s'appelle Procreate. Et donc, ça me permet voilà, d'avoir plus de liberté que sur papier et justement de pouvoir faire rapidement des croquis, de voir comment on peut rendre les images et de montrer justement à l'auteur pour avoir son idée sur la mise en page, tout ça. Donc ça, j'ai passé quelques mois à faire chacune des illustrations, enfin quelques mois à faire 30 illustrations à peu près pour justement son livre.
Donc, il y en a certaines où je me suis bien amusé en termes de mise en scène, en reprenant voilà, des choses que je voyais dans des films ou quoi, en essayant de bien retransmettre le sentiment de la scène. Donc, il y a des moments assez violents que je me suis bien amusé à faire, comme par exemple celui-là. Là, il y avait des choses assez, qui n'étaient pas évidentes pour moi en termes de posture. Il fallait vraiment marquer l'impact du point, etc. Donc c'est des choses où j'ai vraiment appris à mieux travailler sur les arcs, vraiment l'arc du mouvement, le fait de tourner le point de la bonne façon, donc prendre des références, enfin, tout ça. Bref, tout c'est partie du travail d'illustration. Parce qu'évidemment, le travail d'illustration, c'est pas seulement le fait de faire le dessin final, c'est de passer par toute la phase. Ouais, ça Ouais, peut alors changer. c'est pas très grave, je t'ai perdu parce que avec le partage d'écran, là, ça prend trop de bande passante, je pense. Donc, tu m'entends là, c'est bon? Ah, ok, ok. Ouais. On va arrêter le partage d'écran parce que ça prend trop de bande Ouais, passante. j'entends, j'entends. Ouais. Après, Donc, là, j'ai montré pour la gélule rouge. Ouais, ok, ok, pas de souci. Bah, j'ai pu montrer quelques trucs et après, bah, je peux te passer aussi des images. oui, voilà, tu me Comme ça, passeras des images et puis on les intégrera, hein. je t'entends plus. C'est OK là? Ouais, ok, ça marche, pas de souci. D'accord, OK. Donc, donc là, vraiment, voilà, ouais, Voilà, je je sais pense que pas sur la. si je continue sur le. En gros, j'ai fait un peu le tour de... Ouais, Ah, bon, décidément, je vais fermer un petit peu des choses sur l'ordi, peut-être que ça gêne un peu. Voilà, donc là, normalement, il y a plus que Zoom qui est ouvert, donc le reste, ça doit être bon. là, je t'entends bien, là, J'espère ouais. que ça va le faire. Ouais, ok. Bah, j'ai fermé un ou deux trucs, genre le navigateur et tout, qui me servaient pas. Peut-être que ça va aider. Je sais pas. OK. Donc, ouais, pour finir justement sur la gélule rouge, donc, ce qui est, et qu'est-ce que tu as, là, tu as travaillé en Ouais. numérique, on est d'accord sur la gélule rouge. Oui, oui. Là, c'était deux tomes. Donc, il y avait un tome qui avait été fait en 2016, je crois, et le deuxième en 2018. Donc, entre les deux, on voit vraiment la différence dans les images parce que les personnages n'étaient pas aussi bien définis visuellement dans le premier. C'était aussi, dans le premier, c'était un gros défi parce que je crois qu'en un mois, je devais tout faire parce qu'il y avait une question de parution, etc. Donc, le premier, j'ai dû beaucoup plus me précipiter pour faire et dans le deuxième, j'ai plus eu le temps de réfléchir déjà aux moyens techniques pour le faire et en plus de prendre plus le temps de faire des recherches correctes, etc. Donc je suis beaucoup plus content de mon travail sur le deuxième que sur le premier, parce que c'était une première expérience, le premier. Donc ouais, là je travaille uniquement en numérique sur l'iPad, donc vraiment en mobile, n'importe où avec mon stylet, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec un appareil mobile, quoi. C'est comme c'est pas quelque chose de très lourd. À chaque fois j'ai des images, je sais pas, ça reste des images de haute résolution, mais c'est pas aussi lourd que de faire de la vidéo ou ce genre de choses là, quoi. Donc c'est possible de le faire avec l'iPad et justement avec l'application qui s'appelle Procreate, c'est vraiment cool de faire ça parce que tout est bien optimisé pour travailler tranquillement. C'est aussi pour ça que j'ai ce genre d'outils pour pouvoir travailler n'importe où sans avoir besoin d'un ordinateur, de câbles, de ce genre de choses, quoi. Donc en termes pratiques, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi. Et puis voilà. Comment tu peux me faire le lien entre ta pratique justement papier-crayon, j'ai envie de dire, et ta Ouais. pratique informatique iPad? Comment est-ce que toi, comment tu as découvert justement la partie infographie, j'ai envie de dire? Et puis, est-ce que tu aurais pu directement travailler sur ordinateur sans passer par le papier et le crayon? Ben, je pense que les deux se complètent bien. Après, dans mon expérience personnelle, ben, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit sur papier, évidemment. Et ensuite, je pense, vers mes 13 ans, 13, 14 ans, j'ai eu un premier ordinateur enfin, un petit ordinateur que j'avais acheté avec une tablette. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu déjà tester tout ce qui était ben, déjà
infographie simple avec des logiciels comme GIMP et ce genre de choses. Et aussi un petit peu de 3D que j'avais apprise pendant que j'étais au collège. Je regardais des tutoriels pour voir comment on fait, etc. Donc, je pense que la plupart des gens maintenant ont déjà accès à Internet avec des tutoriels, tout ça, donc ça aide vachement. Et même pour les tablettes, je sais pas comment c'était au tout début. En tout cas, moi, quand j'étais plus petit, donc c'était il y a une dizaine d'années, eh ben, ça restait déjà raisonnable d'acheter une tablette. Pour une centaine d'euros, on avait une petite tablette. On peut en avoir des moins chères maintenant avec des nouvelles marques qui arrivent. Donc, je pense que le fait d'arriver sur tablette directement, c'est un gros avantage parce qu'on peut rater beaucoup plus facilement. Je trouve que c'est moins frustrant de rater sur tablette que de rater sur papier. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins un sentiment de gâchis quand on rate quelque chose en informatique que quand on rate quelque chose sur un carnet, qu'on a l'impression de gâcher le carnet, ce genre de choses. Après, le papier, ça reste quelque chose que j'utilise pas mal parce que voilà, ça reste une sensation qu'on peut pas trop retrouver ailleurs, quoi. Même avec les meilleures tablettes, le papier, ça reste quelque chose de particulier. Enfin, j'aime beaucoup dessiner sur papier aussi, surtout sur des petits carnets que je peux emporter partout, dessiner ce que je vois, ce genre de choses. Je m'essaie aussi un petit peu à l'aquarelle, ce genre de pratique-là. Donc les deux se complètent, je pense. On peut tout à fait, je pense, débuter directement sur ordinateur, parce que le tout, ça va être l'exercice qu'on va faire, comment on va exercer sa main, tout ça. Et que ce soit sur du papier ou sur une tablette, on a quand même un stylo entre les mains et on va quand même entraîner son bras, son poignet à faire les gestes et tout. Donc je pense que les deux sont possibles, même si le côté pratique du papier est quand même vachement cool pour dessiner n'importe où, n'importe quand, quoi. Ça reste quand même plus pratique d'avoir un petit carnet dans sa poche que d'avoir un ordinateur ou une tablette pour dessiner. Donc à mon avis, les deux se complètent assez facilement, quoi. D'accord. Alors je rebondis, donc il y a vraiment voilà, ces deux apprentissages parallèles et puis ces deux pratiques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu dans ton parcours et dans ton apprentissage des moments où tu t'es senti très en confiance et aussi des doutes que tu as pu avoir en tant qu'artiste? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ben, après, il y a que ce soit pour les moments de confiance ou de doute, il y a les deux échelles, on va dire. Il y a des gros moments où on a l'impression que tout va mal et des moments où on a l'impression que tout va mal au sein d'une même image qui peut prendre 1 heure. Donc en 1 heure, on peut se dire, il y a des moments où dans la même heure, on va se dire que ben voilà, rien ne va, etc. On va réussir à rattraper le coup. Après les moments de doute, je dirais que c'était plus pendant le passage à l'école parce qu'il y avait plus c'était à la fois très libre et il y avait quand même des contraintes dans l'école des beaux-arts où j'étais parce que dans l'idée, c'était vraiment assez large pour qu'ils nous disent juste, bah voilà, le but de l'école, c'est que vous deveniez des auteurs et que vous fassiez ce que vous voulez. En même temps, il y avait des exercices assez précis parfois. Donc, c'est surtout ce côté-là, le côté contrainte de devoir faire quelque chose, d'aller dans un sens où on n'a pas forcément envie d'aller au début, mais au final, c'est la bonne chose à faire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est des fois, on nous dit d'aller plus dans ce côté-là dans notre projet. On comprend pas trop pourquoi, donc on essaye le truc. Et au final, c'est ça qu'il fallait. Et puis, on comprend le mécanisme derrière, mais avant de comprendre ce qu'on voulait nous dire, bah ça peut être un peu le bazar. On va se dire que les autres ils veulent qu'on fasse ce qu'ils veulent et pas ce qu'on veut nous, etc. Mais il y a quand même des mécanismes à apprendre comme ça. Donc je dirais que l'un des projets où j'ai le plus eu confiance et douté en même temps, c'était quand j'ai fait mon court métrage. C'était un court métrage documentaire filmé. Donc ça c'était dans ma troisième année à l'école, donc en 2017, 2016-2017. Et là, c'était vraiment un projet sur plusieurs mois où il fallait faire un film et je savais pas forcément quoi faire au début. Et après, je suis parti sur l'idée de faire un documentaire où je parle avec mon père, de mon grand-père et de son travail, etc. et du lien que tout ça a ensemble. Et dans ce film-là, en fait, je discute avec mon père de son envie de voyager et de dessiner. Et l'idée, c'est de le faire dessiner, en fait, parce que c'est quelque chose qu'il veut faire et qu'il faisait pas. Donc l'idée, c'est de le débloquer à travers ce film. Et ça a réussi au final, mais c'était pas forcément évident parce que surtout quand c'est des choses personnelles comme ça et qu'on a affaire à un prof derrière qui va forcément donner des conseils techniques, pratiques, visuels. Et si on met trop de son histoire personnelle dans un projet et qu'on n'arrive pas à détacher les deux, ça peut être difficile parfois d'avoir des remarques, etc. et de bien les prendre. Donc c'est un truc important, je pense, dans les écoles, même si on parle d'un sujet personnel, de savoir se détacher et savoir qu'il y a le côté technique de ce qu'on est en train de produire et le côté personnel qui est à côté, quoi. Il faut pas trop mélanger les deux, sinon ça peut poser des problèmes, on va dire. Donc on va dire que c'est ce moment-là, quoi, où il y avait le plus de doutes. Est-ce qu'on va réussir à faire le film parce que j'étais vraiment tout seul à le tourner, le monter avec les conseils du prof. Donc est-ce qu'on va réussir à le faire? Il y a aussi la date limite de la projection qui est déjà fixée dès le début de l'année. Donc, on sait que ça va arriver, on sait que le film va être projeté en salle un soir, etc. Donc, il y a tout ce truc-là qui met un peu plus de pression. Et sinon, en termes personnels, je pense que dans tous les cas, dès que j'ai eu des gros doutes, c'est le moment où il y avait
où il y avait un truc à rendre à un moment donné, quoi. La participation à un concours ou juste le fait de sortir une vidéo la semaine prochaine et je sais qu'il faut que je fasse ça avant la semaine prochaine. Donc dès qu'il y a une question de date, c'est là où la pression arrive. Mais en même temps, c'est ça qui parfois me force à faire les choses au bon moment. Et c'est bien, je pense, justement, surtout à l'école, d'avoir des exercices cadrés comme ça et de devoir faire un truc pour une date précise. Donc les doutes arrivaient surtout à ce moment-là. Et sinon, la confiance, c'est plutôt quand, je sais pas, j'ai pas d'idée précise et que je vais juste prendre ma tablette et dessiner quelque chose au hasard et faire un truc. Ça, j'ai vraiment l'habitude de faire ça, en fait. De pas avoir de projet précis, de juste dessiner un truc et d'en sortir une image en quelques heures et que ce soit juste une petite image qui vit par elle-même. Et voilà, quoi. Là, c'est plutôt là où je m'amuse le plus, quoi. Mais dans les projets plus longs et plus ambitieux, c'est là où on doit discuter avec d'autres personnes, on doit parfois déléguer des choses. Ça, c'est pas forcément évident. C'est un truc que j'essaye de prendre l'habitude parce que déléguer des choses, j'ai pas l'habitude de le faire. J'ai l'habitude de vraiment tout contrôler moi sur ce qui se passe dans mon projet et tout. Donc le fait de travailler avec d'autres gens, c'est pas forcément évident pour moi. C'est justement un truc aussi à apprendre, je pense, dès le passage à l'école, de faire des travaux en groupe, de trouver les points forts de chacun, de pouvoir déléguer les choses et de pas tout contrôler, même si on est les réalisateurs du projet en question, quoi. C'est un truc important, je pense. D'accord. Donc, si je résume, il y a vraiment cette idée, voilà, de pouvoir maîtriser un cahier des charges. Ce cahier des charges, ben, soit tu te l'es créé, soit il est imposé parce qu'il y a certaines contraintes. Ouais, Il y a le timing qui est hyper important. Le fait qu'il faut souvent rendre des choses en temps et en heure. Et après, il y a la créativité qu'il faut arriver à mettre dans un certain cadre, justement, pour pouvoir répondre c'est ça. aux attentes, hein, que ce soit toi-même qui te soit fixé ton cahier des charges ou répondre à un cahier des charges d'un client ou d'un projet ou d'un concours. Ouais, d'où le fait, je pense, de vraiment faire des projets personnels en plus, même quand on est à l'école, etc., de faire des projets personnels à côté, histoire de vraiment s'éclater là-dedans, de trouver nos points forts et nos points faibles hors de l'endroit où il y a de la pression, et ensuite de pouvoir insuffler les choses qu'on a fait dans nos créations personnelles à l'intérieur de projets avec d'autres gens, avec des clients, ce genre de choses-là, quoi. Ça me semble bien de trouver l'équilibre entre les deux et de pas être juste dans des projets où on contrôle pas tout, de aussi s'amuser à côté à faire des petites histoires à soi, des choses qui ont pas forcément pour but d'être publiées ou quoi, mais juste de lancer ses idées quelque part et ensuite de pouvoir placer ce qu'on a appris ailleurs, quoi. Un petit peu comme des petites graines qui vont germer et qui vont Oui, peut-être voilà. nourrir Ouais. d'autres projets. Oui, c'est ça. Et puis, on peut avoir écrit une histoire dans un carnet il y a 2 ans et retomber dessus, et puis refaire un truc avec et mettre un bout de ça dans un travail d'animation avec quelqu'un qui veut faire un film. Enfin, bref, il peut y avoir plein de trucs, quoi. Donc, l'important, c'est je pense, de noter tous ces trucs-là, de dessiner un peu tout le temps. Ce que je fais pas forcément, parce que là, comme je suis plus dans la production de vidéos, il y a des moments où peut-être pendant 3 semaines, je dessine pas du tout. Il y a des moments où je vais beaucoup dessiner. Ouais, ça s'équilibre un peu. Mais voilà, quoi. Il faut pas hésiter à toujours écrire ses idées. Et quand on n'en a pas, ben, essayer quand même de se mettre devant une feuille, de dessiner 2, 3 trucs pour voir s'il se passe quelque chose. Voilà, ça arrive souvent comme ça pour moi, des trucs un peu hasardeux, quoi. Mais voilà. Mm. Ta créativité, voilà, j'allais voilà, parler de la notion de créativité parce que c'est quelque chose qui est hyper important chez les artistes. Je veux dire, au début, on a tendance à la tendance un petit peu à partir dans tous les sens, et puis après, on apprend à la gérer, à la mettre dans un processus, dans un process qui va nous permettre de réaliser des projets concrets et réalistes, hein, quelle que soit leur destination. Tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus? Comment est-ce que ta créativité, comment est-ce que tu la travailles, toi? Ben, c'est à la fois avec la pratique. Moi, c'est surtout le dessin d'observation que j'aime bien, le fait de sortir et de dessiner ce que je vois, ce genre de choses-là, juste histoire de vraiment entraîner mon œil, ma main et ma capacité d'analyse à comprendre les choses, histoire d'ensuite pouvoir les modeler comme je veux dans ma tête. C'est souvent ce qui bloque. C'est aussi l'avantage de faire des vidéos, c'est que je vois ce qui bloque les gens dans les commentaires, ce genre de choses. Et ce qui bloque, c'est j'ai une idée, mais je sais pas comment la réaliser, quoi. Donc pour s'entraîner, je pense que c'est surtout le fait de même de dessiner n'importe quoi. Là autour, on dessine un canapé, un immeuble en face, machin. On essaie de comprendre les volumes. Donc là, je pense que sur le côté technique, c'est surtout ça. Sur le côté créatif, vraiment pur, c'est ce que je fais dans les illustrations que je t'ai montré tout à l'heure. J'ai une histoire vaguement en tête. Je commence à mettre mes personnages dans une composition pour voir ce que ça donne. Et des fois, j'ai même rien du tout. Je trace des choses au hasard et j'y vois quelque chose. Et ensuite, je peux développer là-dessus.
Donc, c'est plutôt comme ça que je m'entraîne. Et après, il y a aussi le fait d'aller voir des choses, de parler avec d'autres gens qui dessinent, de regarder d'autres dessins, d'aller voir des films, de lire des livres. Enfin bref, tout ce qui fait que on va pas forcément prendre référence dans ces choses-là directement, mais tout ce qui fait le bagage qu'on aura en tête en fait et les idées qui vont revenir, qui vont se mélanger, etc. On n'aura pas forcément conscience d'où ça vient, mais si on se nourrit pas assez, quoi, on n'aura pas forcément autant d'idées derrière. Donc je pense que c'est surtout ça, c'est s'entraîner à dessiner d'imagination et d'observation, comprendre le monde, comment il fonctionne aussi en termes de technique, quoi. Qu'est-ce que c'est la Mhm. perspective, les volumes, la lumière, bref, tout ça. Et aussi le fait d'aller voir des films, des livres, de lire des histoires, d'avoir tout ça qui se mélange dans notre tête pour ressortir au bon moment, quoi. De te nourrir. Tu as une sorte d'écosystème finalement qui te permet de nourrir ta créativité de façon un petit peu indirecte. Ouais, et puis c'est juste des choses qui nous plaisent, quoi. Enfin moi ça me plaît d'aller voir des films, de lire des choses, d'être curieux un peu de tout, même quand c'est pas forcément des domaines qui m'intéressent au départ. Juste d'aller fouiner un peu partout, de regarder des choses. Enfin, voilà, j'ai ce côté curieux, je pense, qui m'aide à avoir des idées, parce que parfois dans les vidéos je montre, bah voilà, je fais trois traits comme ça. Ah là je vois un visage, donc je peux partir là-dessus et je peux faire machin, et puis après je compose tout. Et ça peut sembler peut-être difficile à faire, mais à force de s'entraîner, finalement, ça peut venir assez aisément si on sait comment le déclencher, quoi. Moi, c'est juste de me poser devant une feuille, de faire des petites choses. Pendant 10 minutes, il va rien se passer. Et puis, au bout d'un moment, moi, je vais avoir une idée qui vient. Et puis, là, c'est quand c'est pas avec des clients ou quoi. Là, c'est vraiment quand c'est la liberté totale. Et quand il y a du travail avec des clients, là, les seuls travaux que j'avais fait avec des objectifs comme ça, c'était plutôt à l'école. Donc le côté client pour de l'illustration, j'en ai pas vraiment eu pour l'instant, parce que justement, bah, j'illustrais soit avec mon frère pour son livre, soit pour moi. Mais selon le cahier des charges qu'on a, bah, on arrive à justement à prendre des premières idées, à discuter aussi avec la personne en question, c'est important. Mais ouais, voilà, ça se construit petit à petit. Il faut pas avoir peur de se lancer au départ avec des petites choses. Ça va venir petit à petit, quoi. D'accord. Alors, tu vois, j'ai partagé l'écran là justement sur ta chaîne YouTube qui est sacrément fournie. Tu, Ouais. tu peux nous en parler un petit peu de ta chaîne YouTube. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire une chaîne YouTube et qu'est-ce que tu veux partager dedans? Ouais, bah, au départ, c'est vraiment un projet concret qui m'a fait lancer la chaîne. En fait, la chaîne, elle existe depuis 2010, mais là, c'était juste une sorte de fourre-tout où je mettais mes exercices d'animation, des petites choses basiques, quoi. Mais le moment où j'ai vraiment commencé à parler de ce que je faisais en détail avec du face caméra, où j'explique tout ça, c'était en 2015 où j'avais un projet, il y avait un concours d'animation en fait qui avait lieu et on avait 3 ou 4 mois, je crois, pour faire un court-métrage qui durait 1 minute 30. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, si je suis tout seul dessus, je vais pas forcément réussir à garder le cap, etc. Donc je vais faire en sorte de faire une sorte de journal de bord toutes les semaines, où tous les vendredis, bah, je montrerai où j'en suis. Donc l'étape du scénario, du storyboard, de l'animatique, de l'animation, de la couleur. Et chaque semaine, il y avait comme ça une étape pour expliquer aux gens comment ça se passait de faire un film. Et après, quand j'ai fini ça, bah, le film, il était là, il était vraiment imparfait, mais il était là et j'ai continué ensuite à parler de ce que je faisais, donc soit des tutoriels de comment faire telle ou telle chose, soit des explications d'illustration. Et là, en ce moment, je commence à faire aussi des explications d'animation, où je prends des extraits, des scènes et que je décortique avec les différents principes de l'animation, où je regarde image par image pour expliquer comment c'est fait, etc. Donc, c'est vraiment dans l'idée, c'est de partager comment on fait des images, comment on raconte des histoires avec différents moyens, quoi. Que ce soit par le dessin fixe ou par l'image animée ou même par l'écriture. J'en avais parlé très rapidement, mais je suis pas très à l'aise dans l'écriture d'histoire pour l'instant. Mais en tout cas, c'est vraiment le côté comment faire des images, comment raconter des histoires avec différents sujets. Il y a des défis tous les mois aussi que je lance, histoire que les gens ils puissent se lancer. Là, par exemple, on voit qu'il y a marqué défi aquarelle, le défi sur les anciens dessins. Juste de faire un truc tous ensemble pendant un mois. Et ensuite, derrière, bah, je fais une vidéo où je montre les images de chacun en expliquant ce qui est bien dedans et ce qui pourrait être amélioré selon moi, etc. Tout en étant toujours dans le côté, on va dire, pas le côté prof et trop pédagogue, mais juste, bah voilà, on parle de vos dessins et c'est chouette de partager ça et de motiver les gens à dessiner des choses, quoi. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est à la fois de montrer ce que je fais et de me faire une vitrine, et à la fois d'apprendre des choses à ceux qui veulent apprendre. Si voilà, j'ai des conseils à leur donner, bah, je donne tout là-dedans, quoi. Et de partager ta passion. Ouais. Alors, Ouais, on voilà. n'a pas parlé justement de la partie animation, hein. On a parlé du dessin noir et blanc, de la tablette graphique.
Tu peux nous parler un petit peu de l'animation, de ta façon de fonctionner et des projets que tu réalises dans ce domaine-là? Ouais, bah alors pour l'animation, le premier vrai film que je considère que j'ai fait, c'était justement le court-métrage de 1 minute 30 que j'avais fait en 2015. Donc là, c'était vraiment, je devais faire toutes les étapes tout seul, etc. Donc si on remonte vraiment loin dans la chaîne, on les trouve. Bah, en gros, là, j'avais pas encore tous les outils que j'ai maintenant. Donc c'était vraiment enfin, peut-être qu'on passe un peu tous par là. C'est l'époque où on n'a pas forcément de logiciel qu'on a acheté, etc. Donc on prend un peu tous les logiciels gratuits qu'on peut et on va faire une étape dans l'un, faire une étape dans l'autre et mélanger tout ça. Donc ça prend plus de temps que si on a un outil adapté. En tout cas, il y a les moyens, même avec des outils gratuits, d'avoir de quoi faire de l'animation. Donc au niveau de l'animation, bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce qui m'amuse le plus, c'est le côté storyboard. C'est aussi pour ça que c'est là-dedans que je compte plus me spécialiser. Donc vraiment le côté, j'ai un scénario, une histoire, et je dois la mettre en image en essayant différentes mises en scène, en essayant différentes choses. Donc c'est vraiment ça qui me tente le plus. Et après, en termes d'animation pure, j'ai pas vraiment eu de cours d'animation dans mon école. Donc, j'ai appris en regardant des cours d'autres personnes, en regardant des tutoriels, des choses comme ça. Donc, quels sont les principes de l'animation, ce genre de choses. Et je travaille encore là-dessus justement pour vraiment apprendre à maîtriser toute la chaîne de production. Même si je ne suis pas animateur, le but ce serait vraiment de tout comprendre pour pouvoir l'expliquer correctement aux autres. Mais voilà, en gros, l'animation, c'est un truc assez organique, on va dire, de mon côté. J'ai pas vraiment le côté académique de la division vraiment par pause clé, intervalle, etc. Je sais que c'est ce qui marche pour faire des films de bonne qualité, quoi. Mais moi, c'est juste que je fais mes petites animations dans mon coin, on va dire, en dessinant comme ça, image par image, des choses. Donc, j'ai pas vraiment le côté méthodique qu'il faut avoir quand on est dans un studio, on va dire, parce que je travaille toujours de mon côté comme ça avec des gens qui veulent un style d'animation de ce genre. Donc, mais pour ceux qui veulent vraiment apprendre l'animation en détail, il faut apprendre comment ça se passe dans les studios. Et c'est pour ça aussi que c'était intéressant de travailler à TV Paint pour moi, parce que je pouvais avoir accès justement dans mon travail aux studios professionnels, que ce soit les studios en France, au Japon, aux États-Unis et tout ça, donc des gros studios où je peux voir comment ils travaillent dedans. Donc ça me permet de mieux comprendre ce monde-là. Et voilà, sinon en termes d'animation, je conseille à tout le monde de prendre des logiciels comme Krita par exemple, qui permettent de faire de l'animation en étant un logiciel gratuit. Et après de passer à des logiciels plus professionnels derrière pour faire des films. Mais voilà, je sais pas si tu as des questions particulières par rapport à l'animation, mais dans l'ensemble, c'est ça, quoi. J'ai testé des choses, j'ai appris avec mon travail de communicant à TV Paint. Et maintenant, le but, c'est de condenser tout ça pour pouvoir expliquer le plus clairement possible comment ça marche, quoi. Je retiens deux choses voilà, dans ton propos. C'est déjà cette idée que en fait, tu te formes en permanence, c'est-à-dire que tu continues d'apprendre. Je pense que ça, c'est très important parce que ça, tu vas comprendre. Je vais te poser la question après, mais dans la vie d'artiste plasticien, d'artiste designer, en fait, on doit se former en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et que j'ai vu dans ta réponse. Et la deuxième chose, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as un objectif pour l'instant avec euh, excuse-moi, pas tes illustrations, tes animations, Ouais. euh, ou est-ce que pour l'instant tu les fais vraiment juste pour le plaisir de les faire, ou pour l'instant est-ce qu'il y a un cahier des charges, un objectif, un projet sous-jacent derrière? Bah, pour l'instant, je suis vraiment dans le côté apprentissage un peu plus concret, on va dire, en faisant des exercices et ce genre de choses-là. Et dans l'idée, après, c'est justement l'un des projets dont je parlais tout à l'heure, qui a pour but, enfin, de parler d'animation. Donc là, je peux pas en parler pour l'instant. C'est un projet avec d'autres personnes, etc. Mais le but, c'est voilà, de faire apprendre l'animation à plus de monde. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce côté vraiment me renseigner sur la méthode plus concrète. Et après, sinon, je continue à faire des petites animations de mon côté, plus pour apprendre en m'amusant à faire des petites choses. Et là, il y a aussi d'autres projets qui commencent avec des gens avec qui je vais travailler, qui ont des histoires assez courtes, et sur lesquelles on va ajouter de l'animation. Donc, ça va être des premiers exercices, on va dire, vraiment concrets avec d'autres personnes. Donc, ça va être intéressant là dans les mois à venir de voir comment est-ce que je travaille avec justement un réalisateur qui a son histoire et comment est-ce que je peux insuffler mes idées, comment est-ce que je dois aussi, on va dire, adapter tout ça au fait que ce soit pas mon histoire. Il y a aussi ce côté-là, le fait de travailler sur les histoires des autres. Il faut aussi savoir se mettre un petit peu en retrait sur le côté directeur, on va dire, et savoir juste
adapté aux besoins de la personne qui veut avoir une histoire animée. Donc là, c'est là que c'est c'est dans les prochains mois que les premiers exemples concrets vont vraiment arriver en termes d'animation. Pour l'instant, c'est je teste des choses, j'apprends la méthode à travers les cours, par exemple, de Aaron Blaise qui a animé pour Disney, qui fait des cours maintenant. Donc voir comment il explique les choses. Les cours de Richard Williams aussi, c'est une grande référence dans l'animation, qui permettent de voir à travers son livre comment exactement on apprend l'animation. Donc toutes ces choses-là qui me permettent de progresser là-dedans, tout en sachant que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment le métier d'animateur. Moi, c'est vraiment le fait de raconter une histoire avec des images. Donc, le côté vraiment passer des semaines ou des mois à travailler précisément sur une animation, je sais que c'est pas vraiment ce qui me plaît. Je pensais que c'était ce qui me plaisait au départ avant d'aller à l'école. Et ensuite, petit à petit, j'ai compris plus ce qui était ma place, entre guillemets. Le fait que ce qui m'intéresse, c'est de parler d'histoire et de raconter des histoires, en gros. Donc, c'est aussi par le passage à l'école qu'on peut tester des choses. Au départ, on se dit, je veux être animateur dans un grand studio, ce genre de choses. Et on comprend un petit peu les réalités de ce métier-là. Et on peut comprendre que ça nous plaît vraiment ou que ça nous plaît pas vraiment. Dans mon cas, je sais que c'était pas ce qui me plaisait réellement, le côté, voilà, je vais passer des semaines à faire une animation pour quelqu'un d'autre. Donc, après, on arrive à se placer là où on préfère. Et après, bon, j'ai encore plein d'années de travail devant moi pour voir exactement si je change de perspective, tout ça. Mais le but, c'est toujours les images, les histoires, et après sous différents biais, quoi, selon les périodes de mon travail. Mais voilà, c'est un truc qui me semble important aussi de pas s'arrêter sur ce qu'on pense vouloir faire au départ, de vraiment se renseigner sur la réalité de ce métier-là, parce que ça reste des métiers, ça reste du travail, ça reste des choses où il y a voilà des choses qui sont pas forcément toujours faciles, etc. Donc il faut bien se renseigner avant de se dire je vais passer 3 ans à apprendre l'animation parce que ça doit être bien dans les studios. Il faut déjà apprendre comment c'est dans les studios, je pense, avant de se lancer là-dedans pour être sûr que ça va nous parler pendant des années, quoi. Ouais, et que ça corresponde exactement à nos attentes et à nos aspirations. Ouais, Euh, ouais. il y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir dans tes propos. Tu parles c'est vrai que l'acte de création souvent est solitaire, mais on vit dans un monde aujourd'hui où justement de plus en plus, on travaille pas seul, comme tu le disais tout à l'heure. Il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre si on veut se concentrer sur ce qu'on aime réellement faire, il faut travailler en groupe. Comment est-ce que tu travailles en groupe? Comment est-ce que ça se passe techniquement, vraiment, une journée type ou un projet type avec des personnes qui sont en aval et en amont de ton projet? Comment est-ce que vous vous coordonnez et comment est-ce que vous communiquez? Après là, comme je disais, pour l'instant, c'est le commencement pour moi dans les projets de groupe. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant et aussi de comment les autres personnes travaillent, là, moi, je parle vraiment du fait de travailler avec des personnes comment on appelle ça, à distance, quoi. Donc, on passe par des moyens, comme on le fait là, des discussions par Skype ou par Facebook Live ou peu importe. Mais le fait de parler comme ça, de définir aussi un certain temps de production. Donc, on sait par exemple que, voilà, sur le projet que je fais avec d'autres personnes, on sait qu'à la fin de tel mois, on veut avoir telle chose qui est déjà écrite ou qui est déjà faite. Et donc, ce qui est bien aussi maintenant, c'est j'ai fait en sorte d'avoir avec ces autres personnes un bureau. C'est ça aussi qui est bien, vu qu'on est dans la même ville, d'avoir un bureau où on peut se réunir assez régulièrement. Mais c'est pas tous les jours y être, mais c'est juste pouvoir avoir un endroit qui n'est pas chez soi, où on peut se réunir et discuter du projet, montrer nos avancements, etc. Ça me semble assez important et c'est un truc qui est tout nouveau pour moi parce que on vient à peine de louer quelque chose, mais ça reste un truc qui est intéressant. Et sinon, c'est tout bêtement des envois de PDF avec l'histoire, des envois d'images et ensuite on en discute. Et surtout, voilà, de planifier un petit peu, de dire on aimerait bien avoir la chose finie à telle date. Et ensuite de décomposer tout ça dans le temps en disant la première semaine, on parle de l'histoire. Ensuite, on lance la phase où on va débuter les croquis. Donc, avec la personne avec laquelle je travaille sur les animations, on va dessiner des choses, on va faire un petit storyboard, des choses assez basiques pour montrer à la personne qui raconte l'histoire, qui réalise. Et ensuite, comme ça, il y a des échanges qui vont se faire. Donc là, la seule expérience que j'ai eue vraiment avec d'autres personnes que je connaissais pas, c'est un projet où on est parti juste pendant un week-end. On avait un défi de faire un animatique en un week-end. Donc le fait d'avoir, c'était une minute à peu près une minute d'animatique en peut-être 12 heures ou 15 heures cumulées. Donc là, c'était vraiment, on en parle en amont, on a l'histoire qui nous arrive, on commence déjà à y réfléchir et ensuite on se réunit avec la personne dans son bureau. Et là, on a commencé à vraiment en discuter, à écrire plein de choses, à dessiner des choses.
et à faire l'animatique comme ça en temps réel avec moi qui faisais les dessins, ma collègue qui faisait les animations avec ses dessins que je lui passais et l'autre qui faisait le montage vraiment dans la chaîne, quoi. Donc ça permettait de voir un petit peu ce que peuvent être des conditions un peu plus concrètes. Là, c'était bon, un peu extrême, hein, parce que c'était juste faire une sorte de microfilm en un jour ou deux. C'était vraiment le côté on va essayer et puis on voit ce qui se passe. Mais ça met aussi en perspective le côté outil, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les outils qu'on utilise, bah, il peut y avoir des problèmes d'export, d'import, des choses très concrètes comme ça. Donc il faut vraiment faire en sorte de comprendre sa chaîne de production technique avec les logiciels avant de se lancer dedans ou avec des exercices comme ça. De vraiment savoir quels sont les formats que va utiliser le monteur, par exemple. Comment est-ce que va se faire l'animation? Est-ce qu'on va exporter des vidéos? Est-ce qu'on va exporter des séquences d'images? Est-ce qu'on décompose par calque s'il y a du compositing derrière où on va mettre en place le personnage, le décor, ou est-ce qu'on exporte tout en même temps? Des choses très concrètes comme ça que je pense on peut apprendre justement en se disant, bah voilà, en 3 jours, on va faire un film et on voit tous les problèmes qui vont se passer pendant ça et on sait que si on fait quelque chose en 3 mois, bah, ça va être les mêmes problèmes, sauf décalés dans le temps en fait. Les problèmes qu'on a sur un petit projet comme ça, c'est les mêmes qu'on a sur des gros projets, sauf que c'est à petite échelle. Donc ça permet de comprendre comment ça va marcher parce que c'est toujours un peu pareil en fait. Il y a chaque personne qui a son rôle et ensuite il va y avoir des choses qui coincent entre les personnes, entre les logiciels, entre les choses, quoi. Donc l'idée c'est de se lancer le plus rapidement dans un projet comme ça concret. On est trois, on est quatre, on est cinq, on fait un film, on voit ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous faites dans l'école, mais à mon avis c'est un truc intéressant, ce côté workshop. On a 2 jours, on fait un truc, quoi. Et comme ça, on comprend vraiment toutes les problématiques d'une production réelle. Donc, c'est Ouais. comme ça aussi qu'on apprend vachement. Donc, c'est comme ça que je commence à apprendre les choses avec des projets plus professionnels, forcément, maintenant. Mais c'est un peu ce que j'ai commencé à apprendre à l'école avec des projets en groupe, quoi. Ça se ressemble. Et je rebondis justement sur ce que tu disais. Est-ce que tu vois une différence entre finalement le cocon un petit peu de l'école et le mode de fonctionnement qu'il peut y avoir dans une école et la réalité, j'ai envie de dire, du travail une fois qu'on est plongé dedans? Ben, de mon côté, ça se rapproche un peu, on va dire, parce que bah, justement, j'ai pas travaillé avec des clients type institution, ce genre de choses. Il n'y a pas eu vraiment une boîte de production qui m'a employé. Donc, j'ai toujours été pas chef de projet, mais j'ai toujours été dans les instigateurs des projets que j'ai faits. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours ce côté, on décide ensemble des choses. On n'a pas juste un exercice ou un travail qui nous arrive et qu'on doit faire comme un artiste plus technique, on va dire. Mais donc, ce qui veut dire que j'ai toujours ce côté-là un peu gestion de projet. Donc, quelque part, ça reste un peu dans la même idée qu'il y avait dans l'école. Par contre, dans les projets type travail en studio et ce genre de choses-là, je pense que ça se rapproche pas trop de ce qui se passe en école. Après, bon, j'ai vu enfin, j'ai juste vu dans quelques studios comment ça se passait, mais c'est beaucoup plus méthodique, je pense. Et quand on est dans une école, on est toujours un peu chef de projet, même dans les écoles d'animation. Ils sont quatre ou cinq sur un film et ils ont chacun leur rôle, etc. Mais c'est pas comme une grosse chaîne de production où ils sont 30 et où il y a des choses qui arrivent tous les matins et où il faut les faire, etc. Donc c'est, à mon avis, dans l'animation, ça reste quand même plus, comment dire, il y a peut-être plus de pression et de méthode dans le studio que dans l'école, où dans l'école, c'est toujours un peu plus souple. J'ai l'impression, du moins, de ce que j'ai vu. Mais ouais, à mon avis, l'école, c'est un bon exercice, mais ça peut être assez différent de ce qui va se passer derrière, d'où le fait de faire, par exemple, des stages qui permettent de voir, enfin, des stages, il faut que ce soit quand même assez long, quoi, au moins, je sais pas, au moins un mois où on arrive dans un studio et on voit comment ça se passe. Ce qui peut être un peu compliqué parce que des fois, les stages dans un studio, en un mois, on n'a pas le temps de faire grand-chose ou d'apprendre énormément de choses. Donc, il faut trouver aussi le bon stage. Il y a tout ce truc-là aussi qui arrive. Mais le fait d'être vraiment dans un milieu pro le plus tôt possible, quoi. Dans mon cas, c'était en deuxième année où on devait trouver un stage de 2 semaines et j'ai fait 2 semaines à TV Paint, justement. Ensuite, je suis reparti un mois chez eux où j'ai réalisé une vidéo concrète, un making-of pendant un mois avec des choses que je devais tourner. C'était vraiment un travail pro concret. Et ensuite, derrière, comme ils ont apprécié ce que je faisais, ben, j'ai travaillé 2 ans avec eux derrière pour faire les vidéos pour eux, les interviews et faire ça en tant que salarié à temps plein, quoi. Donc, les stages aussi, ça peut permettre de faire ça et d'avoir des vraies expériences pro. Mais à mon avis, il faut se renseigner déjà sur comment ça se passe, surtout en animation, dans les studios ou les illustrateurs, comment ça se passe avec un éditeur, un auteur, faire des micro-projets. Je pense que c'est vraiment ça qui ressort, quoi. Faire des micro-projets pour voir comment ça se passe réellement, quoi. Et Est-ce ne que pas être juste tu, dans
ne pas être juste dans la théorie avec des choses qu'on n'a pas à écrire, quoi, évidemment. Voilà. Mhm. Et ce que tu disais justement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ton mode de fonctionnement dans le travail, c'est bon, à la fois par moment du rendez-vous physique, mais aussi des sessions à distance, du partage de documents, du téléphone. Est-ce que tu as expérimenté ça pendant tes études ou est-ce que tu as découvert ça après tes études? Finalement, c'est cette réalité du monde du travail où on est à moitié ou parfois plus dans le, j'ai envie de dire, dans le mode de fonctionnement virtuel, dans nos modes de Ouais. communication. Bah, après, moi, comme j'ai commencé l'école en 2014 et dès 2015, j'ai commencé à faire mes vidéos. Donc, j'ai toujours considéré que je faisais pas, enfin, j'étais pas étudiant à temps plein et à côté, je faisais des vidéos. Je considérais que voilà, j'étais une personne qui fait des vidéos et qui en même temps est à l'école. Donc, l'école n'était pas, je le considérais un peu comme mon à côté finalement, comme un deuxième travail, on va dire. Et donc ce côté-là virtuel, le fait de parler avec des gens à distance, je le connaissais avec justement la chaîne parce que dans les vidéos, bah, je répondais aux commentaires, je gérais un petit peu tout ça, je contactais des gens pour faire des interviews avec eux. Il y a des gens aussi qui me contactent pour faire des partenariats ou ce genre de choses-là. Donc forcément, il y a déjà des contacts qui se font au sein même de l'école. Donc quand j'étais à l'école aussi, j'ai travaillé à temps partiel pour justement TV Paint où je faisais la gestion de leurs réseaux sociaux. Donc même en étant à l'école, je passais 1 ou 2 heures par jour à travailler là-dessus avec un cas concret de bah, voilà comment est-ce que je partage et communique des informations d'une société en tant que chef de la communication, tout ça. Donc il y a ce truc-là, il n'y a pas vraiment eu de transition entre l'école et le travail, puisque j'ai toujours travaillé dans ces choses-là. Aujourd'hui, je contacte des gens pour des interviews et ce genre de choses, et je le faisais déjà quand j'étais à l'école, pas dans le cadre des exercices de l'école, mais dans le cadre de mes vidéos à côté, quoi. Donc, je trouve que c'est vachement bien d'avoir une présence en ligne hors de l'école, que ce soit sur des vidéos YouTube ou alors juste du contenu Instagram, des choses comme ça, où ensuite les gens vont nous trouver à travers ça, en fait. Ne pas se dire je vais aller à l'école, j'aurai un diplôme et ensuite on va voir. C'est plutôt dès qu'on est à l'école, de partager ce qu'on fait dans l'école, de déjà créer une sorte d'émulsion autour de ce qu'on fait. Et après, les gens qui veulent travailler avec nous, ils viendront de même hein, pour travailler avec nous si ce qu'on présente les intéresse, quoi. Donc c'est vraiment de toujours, je suis dans ce truc de partager les choses tout le temps, quoi, d'expliquer comment on fait les choses, d'expliquer ce qui réussit, ce qu'on rate, et d'avoir ce côté juste ben, sincère de je vous partage tout, et même les choses qui marchent mal, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait, je pense que mes vidéos intéressent des gens, c'est qu'il y a un peu de tout dedans, et juste pas que les choses parfaites, et je balance ça, et puis ensuite on en discute, etc. Je pense que ça aide vachement aussi pour le côté professionnel ensuite, quoi. Parce que le réseau, il commence pas à se faire à la sortie de l'école. Il se commence avec les stages, il commence avec les workshops où il y a des intervenants qui viennent pour parler de ce qu'ils font. Bah, à ce moment-là, on peut commencer à parler de futures collaborations, ce genre de choses. Et aussi dans la recherche permanente bah, de clients, de collaborateurs. Tout ça dès l'école, en fait. Ne pas attendre de sortir de l'école, c'est le plus important, je Alors, pense. tu anticipes pleinement voilà, la dernière question que je voulais te poser. C'est justement quel conseil est-ce que tu peux donner à... Alors, il y a deux conseils pour moi. Il y a ceux euh, qui aiment beaucoup, souvent, la base, c'est le dessin, j'ai envie de dire. Mais Mhm. moi, ce que je constate, c'est que souvent, il y a un fossé entre j'aime bien dessiner et je veux réellement en faire un métier. Quel Ouais, que soit clairement. donc ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça, c'est la première phase. Et puis donc de prendre la décision de se lancer dans une carrière artistique, spectre large, hein, quand je dis artistique. Ça, c'est pour toi, comment est-ce que tu, avec le recul que tu as maintenant, comment est-ce que tu vois les choses là-dessus déjà? Bah, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai dit là, quoi. C'est de considérer dès qu'on entre à l'école ou même avant d'entrer dans une école, parce que il y en a qui sont bloqués rien qu'à l'entrée de l'école parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans telle ou telle école. Même à ce moment-là, il faut pas arrêter de communiquer autour de ce qu'on fait. Il faut vraiment continuer à travailler, à s'exercer et à montrer ce qu'on fait. Donc, à mon avis, c'est vraiment le côté communication dès le départ, quoi, de partager nos dessins, de partager notre vie de personne qui apprend. C'est aussi ça aussi à travers la chaîne, je me suis dit que je serais le gars qui apprend à faire des choses en rapport avec le dessin et qui au passage bah, parle de ce qu'il fait et conseille les gens, quoi. Mais je me suis jamais ça aussi je me suis jamais posé en tant que je connais tout et je vais vous apprendre la vérité, quoi. Il faut vraiment être dans le côté bah voilà, j'apprends des choses, je vous le partage au jour le jour et ensuite voilà quoi, on en discute et puis on fait des choses.
Donc, à mon avis, c'est maintenant qu'il y a tout ce qui est voilà, réseaux sociaux, communication partout, tout le temps, il faut surtout pas garder des informations, à mon avis. Il faut partager ce qu'on fait tout le temps et savoir déjà gérer aussi ben, les personnes qui vont commenter, les personnes qui vont nous contacter, ça va venir à ce moment-là. Et donc, le côté, enfin, l'apprentissage de comment s'en sortir après l'école, ça se fait dès l'école, quoi. C'est vraiment ça, en gros, c'est d'arriver à communiquer sur ce qu'on fait et de commencer dès maintenant à le faire. Et que l'école est juste une, enfin, à chaque fois je disais ça, c'est l'école, je considère ça comme une sorte de grand forum où on a tous à peu près les mêmes affinités. Et ensuite, on va pouvoir travailler ensemble, mais c'est pas un truc où on rentre et on va dans les rangs, dans la classe, on écoute, on écrit et c'est tout, quoi. C'est un truc vraiment qui doit être vivant tout le temps. Et c'est vachement important ce côté-là pour moi. Et comme tu disais, le fait de savoir dessiner, enfin d'apprendre à dessiner et de travailler dans le dessin, c'est des choses très différentes. C'est aussi pour ça que mon métier, c'est pas seulement de dessiner. Parce que, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que passer 8 heures par jour à faire que dessiner, c'est pas forcément un truc qui me tente. Donc, c'est aussi pour ça qu'à côté, il y a les vidéos, il y a d'autres projets, etc. C'est parce que j'aime bien avoir ce côté varié. Mais, et le dessin, en plus, c'est tellement large. On peut être, rien qu'au sein de l'animation, on peut être dessinateur de personnages, de décors, animateur, ou juste faire les animatiques, les storyboards. Il y a vraiment tous ces trucs-là. Et après, hors de ce champ-là, ben, le dessin, ça peut être aussi illustrateur, ça peut être aussi dessinateur de presse, ça peut être dessinateur de BD, ça peut être des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais qui sont juste des dessinateurs de, je sais pas, de machines, d'objets, des designers d'objets. Donc le dessin, c'est tellement large qu'il faut réussir déjà, pas forcément à se spécialiser et à se coincer dans un truc, mais à comprendre quel est le spectre des possibles, à essayer des choses et à savoir que dans tous les cas, il vaut mieux être assez spécialisé dans quelque chose. Moi, ce que je veux, en tout cas pour moi, c'est d'être relativement spécialisé dans le dessin, l'animation et plus la narration par l'image, en fait. Et ensuite, avoir un spectre de compétences un peu plus large en sachant le reste de la chaîne de production de l'animation sans forcément en faire. Savoir former sur un logiciel d'animation, ça maintenant je peux le faire, même si c'est pas mon métier principal. D'avoir d'autres compétences, mais d'avoir quand même un truc relativement niché, histoire d'avoir des gens qui viennent te voir juste parce que ben, tu es la personne la plus compétente dans ce domaine-là, quoi. Pas forcément devenir le spécialiste ultime de ce domaine, mais avoir quand même une compétence plus forte que d'autres, assez ciblée. Et ensuite, avoir d'autres compétences derrière, parce que ça aide le fait de savoir gérer, je sais pas, tout bêtement, de gérer un petit peu l'administratif de son entreprise, le fait de savoir faire du montage vidéo, des choses comme ça. Même si c'est pas le métier qu'on fait derrière, ça peut servir même dans un projet, quoi. Dans un projet où on nous demande que des images et où derrière on sait faire une petite vidéo autour de ça, ça peut servir rien qu'en termes de présentation au client, quoi. Donc tous ces trucs-là, ça va aider. Le fait de savoir faire un petit peu de design graphique, le fait de toucher légèrement à WordPress pour savoir faire un petit site, des choses comme ça, plein de micro atouts qui vont servir derrière, mais tout en ayant toujours le côté moi c'est l'animation, moi c'est le storyboard, moi c'est telle chose, pour pouvoir être quand même parce que pour travailler il faut toujours être spécialisé quand même dans son domaine, quoi. On peut pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de généralistes qui sont moyens partout et qui ont des clients de tous ces domaines-là, quoi. Je pense qu'il faut avoir des clients dans un domaine et ensuite avoir d'autres choses qui peuvent amener d'autres clients sur des micro-projets ou ce genre de choses, quoi. On peut être animateur sur quelque chose et monteur 2 fois dans l'année sur des vidéos de quelqu'un d'autre, quoi. Des choses comme ça. C'est ce que je vois à peu près, quoi. Côté spécialiste, mais ouvert quand même. Donc, si je résume, c'est d'une part, bon, déjà, bien évidemment, avoir la fibre artistique et vraiment écouter son cœur pour, si on décide en tout cas de vouloir se lancer dans une carrière de designer ou dans l'animation, etc., enfin d'artiste au sens large, c'est déjà d'être passionné, bien évidemment, ça c'est le premier critère. Et ensuite, c'est vraiment de communiquer sur son travail dès le départ. C'est ça que tu nous dis. Et à la fois d'être à la fois un couteau suisse d'un point de vue technique, c'est-à-dire d'être à la fois capable de comprendre tous les différents domaines qui sont disponibles dans le travail, et en même temps, par contre, se spécialiser dans une ou deux niches pour pouvoir avoir des clients dans ce domaine-là. C'est ça? Oui, voilà, je pense que c'est ça le plus important, ouais. Et de pas parce que justement le fait d'être passionné, ça me semble assez indispensable parce que si j'aimais pas ce que je faisais, je le ferais juste pas, à mon avis. Mais le fait d'être passionné, c'est un peu la base.
Mais après, derrière, il faut aussi savoir, soit être assez organisé, savoir parler avec des clients, savoir démarcher, ce genre de choses, soit avoir quelqu'un qui sait le faire et qui travaille avec nous, quoi. Parce que il y a des tas de personnes qui sont juste, moi, je dessine une histoire et je sais faire ça, et puis voilà, qui sont très là-dedans, et qui derrière, toute la partie communication, il y a une personne qui travaille avec eux, un agent ou ce genre de choses, un communicant vraiment à côté. Ça peut être une solution aussi. Après, à l'école, c'est peut-être plus difficile d'avoir, à moins qu'on ait, je sais pas, un ami qui aime faire ça et qui gère nos réseaux sociaux à notre place ou ce genre de choses. Moi, j'aime bien le fait que je puisse gérer un peu tout, mais on peut très bien travailler avec quelqu'un pour sa communication. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir tout faire soi, mais en tout cas, il faut avoir quelqu'un, que ce soit soi ou quelqu'un d'autre, qui puisse gérer ce côté communication, un site internet, des images postées sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ça me semble assez indispensable Mm. d'avoir quelqu'un qui sait faire ça autour, quoi. Ouais. Pour Je pense que casser un c'est- petit peu l'image justement de l'artiste sur sa tour d'ivoire, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire il y a vraiment quelque part, en tant qu'artiste, il y a aussi une stratégie quelque part à avoir dans le développement de ses aspirations, presque, j'ai envie de dire, de sa carrière, en se disant, il faut il faut que j'accède, que j'acquière des compétences techniques suffisamment large, que je me spécialise dans les domaines qui, moi, me font vraiment vibrer, et puis qu'ensuite, je mette en place toute une communication pour que des gens s'intéressent à mon travail, parce que si je montre pas ce que je fais, finalement, personne va venir le voir. Ouais, c'est ça. Donc ça me semble important en tout cas de savoir ça, le fait que c'est pas que notre travail qui va nous permettre de travailler, d'avoir des revenus et de pouvoir vivre décemment, quoi. C'est aussi le fait de savoir parler de son travail. Donc ça, on s'entraîne aussi à l'école à expliquer ce qu'on fait, nos projets, ce qu'on fait dans notre parcours, etc. Donc c'est déjà important. Mais il y a aussi le côté justement que on va être obligé d'avoir ces choses-là. Et si on le sait pas au moment de l'école, on va un peu se les prendre dans la tronche en sortant, parce qu'on va se rendre compte que le fait de faire des BD incroyables, c'est pas que ça qui fait marcher. Après, il y a toujours des cas où j'imagine que quelqu'un ne parle pas de ce qu'il fait, mais il y a, je sais pas, du bouche à oreille, ou j'en sais rien, ou du coup les gens savent ce qu'il dit et ce qu'il veut faire et que du coup ils le contactent. Mais il faut pouvoir se montrer un minimum en termes d'image et de communication. Et c'est, à mon avis, l'un des gros atouts qu'il y a maintenant. Ça peut être aussi un désavantage, mais c'est quand même un des gros atouts, c'est qu'on peut partager hyper facilement un peu tout. Et maintenant que tout le monde partage tout, on peut, à la fois, ça peut venir de n'importe où, parce que n'importe qui peut partager quelque chose et que ça monte directement, parce qu'il y a plein de personnes qui vont être intéressées par ce qu'il fait. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir, je sais pas, un budget communication ou ce genre de choses quand on est tout seul, quoi. On peut juste poster des choses et ensuite interagir avec d'autres gens, qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça et tout ça. Le truc aussi, c'est qu'on est en compétition avec tout le monde, du coup, maintenant. Du coup, tout le monde peut partager tout ce qu'il veut. Peut-être que la compétition est plus rude, en quelque sorte. Enfin, si on peut appeler ça de la concurrence, j'en sais rien. Même si je pars du principe que il y a jamais trop il y a jamais trop d'artistes et d'histoires, etc., quoi. C'est juste qu'il y aura pas forcément assez d'argent dans des budgets ou ce genre de choses. Mais en soi, je sais pas, je pense qu'il y aura jamais une pénurie de lecteurs de BD ou des choses comme ça. Il y aura toujours des gens qui s'intéressent à ça par différents moyens et tout ça. Donc, il faut savoir sortir un petit peu de tous ceux qui parlent d'une chose, quoi. Il faut réussir à sortir un petit peu dans sa niche, justement, d'être l'une des personnes importantes de sa petite spécialité. Après, ça veut pas dire être connu du grand public, quoi. Dans les studios, il y a des gens, on sait que, voilà, celui-là, en animation de créature, par exemple, j'en sais rien, celui-là, il est vraiment fort, il faut le recruter lui. Personne ne le sait autour. C'est pas un personnage public, quoi. Mais c'est juste que, au sein même de l'industrie, les gens savent que cette personne, elle sait faire ça. Et c'est plus là-dedans qu'il faut pouvoir être vu. Après, dans mon cas, je suis plus public parce que moi, je parle à tout le monde dans les vidéos, etc. Donc, je sais que c'est un biais un petit peu à côté. Mais on peut très bien être très valorisé dans son domaine artistique sans être quelqu'un de connu par le grand public. On s'en fout un petit peu, quoi. Il faut juste que les gens qui puissent nous recruter connaissent notre travail, ils soient intéressés. Puis voilà, quoi. Il faut savoir où se Voilà. placer dans ce cadre-là. Travailler son image, que ce soit en réseau fermé ou en réseau ouvert, finalement. Oui, voilà, c'est ça, parce que après, quand je dis communication et tout, peut-être qu'on peut se dire, ah bah d'accord, mais il faut faire une chaîne YouTube, il faut se montrer, il faut machin. C'est pas ce que je dis, en fait. C'est vraiment juste pouvoir être vu et visible par les personnes qui pourront travailler avec nous, quoi. C'est surtout ça.
Le but, c'est pas de devenir une star. Voilà, quoi. Parce qu'il y a plein d'artistes timides, souvent, qui n'ont pas du tout envie de montrer leurs travaux ou qui ont peur, mais il faut à chacun de trouver finalement le réseau dans lequel il veut montrer son travail. C'est ça. Par exemple, il y a des gens qui sont justement des animateurs très timides. Là, je pense à quelqu'un en particulier. Des animateurs très timides, mais qui justement, avec le producteur ou la productrice du court-métrage sur lequel il travaille, ben, ce producteur-là, il va pouvoir parler de son travail sans que lui, il ait besoin de faire lui-même, quoi. Donc, je pense qu'une fois qu'on est rentré dans le réseau d'une façon ou d'une autre, même si on n'est pas forcément quelqu'un qui parle à tout le monde, il y a forcément la personne qui chapeaute la production, la personne qui réalise, qui va ensuite parler de notre travail s'il est intéressant, quoi. On n'est pas obligé d'être quelqu'un qui parle à tout le monde et qui est très à l'aise en public. C'est pas du tout nécessaire, quoi. Il faut juste être bien entouré pour qu'ensuite ces personnes-là puissent parler de nous, quoi, je pense. Et utiliser les bons outils finalement pour présenter son travail. Oui, voilà, c'est ça. Être dans le bon cadre, être dans un environnement où on est à l'aise pour travailler. Après, c'est des choses qui prennent pas forcément 2 ans, hein. Moi, je suis toujours en recherche de quel est vraiment ce que j'aime vraiment faire précisément, là où je suis le plus à l'aise. Évidemment, ça prend du temps, quoi. Je pense pas que je serai forcément un jour le genre là, c'est bon, tout est fini, tout est bien, je reste comme ça. Je pense que ça va toujours être évolutif. Je vais toujours avoir un petit peu des envies différentes, des choses différentes à faire et tout. Je pense pas me dire un jour, ça y est, tout est bon, je suis un artiste accompli et puis m'asseoir, quoi. Je pense pas, mais je pense que ça va toujours être un peu comme ça, quoi. Oui, bon, je crois que c'est pas que dans l'air du temps, vraiment le principe de notre société aujourd'hui qu'on doit en permanence remettre en question son savoir-faire et puis évoluer, continuer d'apprendre. Toi, donc, si j'ai bien compris, t'as des chouettes projets d'animation là collectifs pour les mois à venir. Et Ouais, ouais. tu te projettes à un peu plus long terme ou pas? Ben là, je me projette en gros sur les 1 ou 2 ans qui arrivent, je pense, en termes de développement de mes entreprises et de la chaîne et ce genre de choses-là. Et après, là, je sais que ça peut tellement bouger en 2 ans que il faut déjà que je vois comment fonctionnent les choses que je mets en place là. De toute façon, là, c'est vraiment les choses que je mets en place, les petites graines, comme tu disais. C'est la chaîne, par exemple, ça fait 4 ans que je fais du contenu régulier et c'est pas pour autant que ça grimpe super vite, etc. C'est vraiment des petites choses qui, un jour, je pense, vont justement bah, payer en quelque sorte. Mais là, je me dis pas, je me demande pas trop ce que je ferai dans 10 ans ou ce genre de choses-là. Enfin, plus en termes de globalité, quoi. Je sais que j'aimerais continuer à voyager, à dessiner, etc. Mais je sais pas forcément si le dessin sera ma source principale de revenus, par exemple. Ça me dérangerait pas que ce soit pas ça. Si je peux continuer à dessiner et que je suis pas contraint par quelque chose qui fait en sorte que je puisse plus faire ce que je veux. Après, peu importe la source, moi, tout ce que je veux, c'est avoir le temps de pouvoir faire les choses après. Peu importe si les livres sont ma source principale ou si c'est les vidéos ou si c'est d'autres choses. Moi, je veux juste avoir du temps de faire le temps de faire ce que je veux et puis voilà quoi finalement. Et je connais aussi mes besoins, un truc peut-être aussi important, connaître ses besoins en termes de finances aussi, savoir de combien on a besoin pour pouvoir vivre un mois tranquillement et savoir aussi bah voilà dire bah du coup il faut qu'il y ait tant de sponsors dans les vidéos par mois, il faut qu'il y ait tant et tant de livres vendus, enfin, une petite estimation qui permet de dire voilà ça c'est mon minimum. Si je veux, je peux travailler plus. Si je travaille moins, il faut que j'ai travaillé plus les mois précédents, ce genre de choses, vraiment des choses concrètes comme ça. Et que si on n'a pas plus que ça, c'est pas grave en fait. Juste se dire, ok, de quoi j'ai besoin, je vais juste travailler assez pour avoir ce truc-là. Et ensuite derrière, ben le but c'est de me libérer du temps pour lire, aller voir des films, dessiner ce que je veux sans contrainte. Et voilà quoi, pas forcément être dans un engrenage de, il faut toujours que je travaille, avoir plein de clients parce que machin. Il faut savoir aussi, je pense, poser les choses et ne pas forcément travailler plus que nécessaire pour des clients si on n'a pas envie de faire des travaux très commerciaux, etc. Il faut faire ce qu'il faut, mais pas trop non plus pour pas se tuer à la tâche et pour pas être dégoûté du fait de faire ça, quoi. À mon avis, il faut trouver l'équilibre correct. Ouais. Trouver les bonnes clés pour vivre de ta passion, mais surtout vivre ta passion, en fait. Ouais, voilà, et pas être prisonnier du truc et pas être là à enchaîner les choses juste parce qu'il le faut, parce que sinon on pourra pas payer ci ou payer ça. Faut Hmm. trouver le bon équilibre, avoir aussi des clients récurrents. C'est un truc en entrepreneuriat, c'est un peu un truc basique, quoi. C'est le fait d'avoir
peu de clients peut-être, mais des clients qui reviennent souvent parce qu'ils ont différents besoins au fil de l'année, etc., quoi. Par exemple, dans le cadre de sponsors de vidéos, ben c'est typiquement ce qui peut arriver, quoi, être sponsorisé par la même personne, même entreprise tous les 2 mois, par exemple. Et on sait que ça va revenir et on sait qu'on travaille bien avec cette personne-là, qu'il y a un truc qui se passe. On n'est pas obligé d'avoir 12 000 clients. Si on a 10 clients réguliers et qui sont cool avec ce qu'on fait et que la collaboration se passe bien, pas besoin d'avoir non plus 40 clients. Si dedans il y en a 30 qui sont horribles et qui nous font que des tracas juste parce qu'ils rapportent de l'argent, quoi. Il faut aussi savoir, voilà, je pense suivre un peu ces principes en termes aussi de juste de relations humaines, quoi, de pas faire n'importe quoi juste parce que il le faut. Voilà, faut Ouais, pas avoir peur de ça, je pense. l'argent n'étant pas le moteur en réalité. Oui, voilà, c'est une nécessité forcément parce que bon, on est dans un système où il y en a besoin, donc il faut juste avoir ce qu'il faut et ne pas se tuer pour ça, quoi. C'est surtout ça. Mm. L'argent et le carburant uniquement. Ouais, c'est ça, pour avancer et puis voilà, quoi. Faut mettre un peu de carburant de côté et puis on avance ensuite. Voilà. Merci beaucoup pour vraiment toutes tes réponses. Voilà, je pense que c'est vraiment très inspirant d'avoir voilà, un professionnel en activité avec toute ton histoire, tout ce que tu nous expliques. Tu as compris l'objectif vraiment de cette interview, c'était justement de partager justement une vision des choses, du vécu. Et puis comme le monde est vraiment, moi je trouve aujourd'hui en perpétuelle évolution, souvent il y a un décalage entre l'idée qu'on se fait du métier d'artiste et la réalité. Donc, c'était vraiment l'objectif de cette interview, c'était de montrer qu'est-ce que c'est que la réalité aujourd'hui du métier d'artiste et comment est-ce qu'on peut l'entrevoir, l'entreprendre, décider de se lancer dans cette carrière et qu'est-ce qu'on y fait une fois qu'on est dedans. Ouais. Ah, merci Voilà. à toi. Merci, je t'en prie.